Un jour ordinaire, nous rencontrons Guy, le professeur d'éducation physique, passionné et doué pour les combats au corps à corps. Il ignore encore le but de sa vie. À quoi lui sert d'être si doué en arts martiaux et d'avoir tant de trophées dans sa chambre? Il reçoit alors un message lui proposant d'enseigner les arts martiaux au club universitaire. Cependant, personne n'est intéressé par quelque chose d'aussi ennuyeux, à l'exception d'Afa, un élève qui le respecte énormément. Il lui offre aussi un casque de réalité virtuelle avec la dernière version d'un jeu à essayer ensemble. Le professeur, peu doué aussi, n'y prêtait jamais attention, mais voyant que le garçon pouvait lui en donner plus. Des membres du club rentrent chez eux, abandonnant les livres et mettant ce casque. Étonné que toutes ses capacités physiques soient transférées à son personnage, il pourrait enfin devenir le guerrier qu'il rêvait d'être. Mais il était déjà enregistré. Il apparaît alors dans ce monde fantastique où il peut monter de niveau en accomplissant des quêtes ou en combattant. Le problème, c'est qu'il cherche à progresser en combattant de faibles ennemis. Le mage attaque avec des dagues. Ses mouvements restent lents car l'agilité revient au guerrier ou voleur. Pourtant, le protagoniste bat le premier gobelin. Au lieu d'augmenter son intelligence pour ses sorts, il améliore ses mouvements, rendant ses sorts moins efficaces à chaque niveau, négatif pour un mage. Ici, il voit un de ces types embêter un novice. Même avec seulement 10 niveaux, le prof intervient, ce qui fait rire tout le monde. Cependant, sa vitesse, combinée à sa maîtrise des arts martiaux, laisse ces types au tapis, ce à quoi son élève s'attendait déjà. Ici, ils mettent le novice en sécurité. Mais les bandits ont pu prévenir leur chef, l'un des rares joueurs déjà au niveau 25 en quelques heures sur le serveur. La redoutée épée fantôme. Malgré tout, le prota veut essayer, et pour que le combat soit équitable, le fantôme désactive ses compétences. Un combat au corps à corps commence alors, où les deux sont assez rapides. Le prof anticipe le mouvement et retire le masque cachant la cicatrice du type. Tous sont surpris, mais le prota sait qu'il a encaissé le meilleur coup. Ils comprennent qu'ils doivent devenir sérieux. Le fantôme devient furtif tandis que le prota crée un bouclier avec l'anneau de feu. On croit qu'il le garde pour plus tard, mais il ne sait pas l'utiliser et finit avec l'arme en voulant se défendre. Il n'a plus de tour, mais grâce à son instinct, il lit les gestes d'un adversaire nerveux, le désarme et finit le combat. Impressionnant, mais personne ne comprend vraiment ce qui s'est passé. Il n'obtient que le respect des bandits, surtout en rendant l'arme à leur chef. Tout le monde parle du fait qu'un niveau 10 a battu un niveau 25, ce qui finit par attirer l'attention des joueurs de haut niveau. Même les développeurs ne peuvent prouver que ce type triche. Ici, le prof se prend au jeu, enchaîne les niveaux et brise la règle qui interdit aux mages le combat rapproché. En parallèle, nous suivons cette équipe de joueurs pros d'autres jeux engagés dans une mission de chasse encore jamais accomplie. Il leur manque un mage, alors le fantôme propose un candidat sans garantir que ce soit le bon. Le prof affronte des monstres de plus en plus nombreux, remarquant que ses attaques sont plus puissantes. Cela dépend des zones vulnérables programmées. Mais il s'arrête ici car on l'espionne et le fantôme est surpris par ses progrès rapides. Déjà au niveau 30 avec une épée mortelle, il est interrompu par une fille en détresse. Le fantôme Velinda la sauve. Il baisse sa garde et ce n'est que lorsque le professeur s'en rend compte qu'il vient de se faire voler la dague. Malgré tout, il parvient à rattraper cette blonde qui essaie de le tromper avec une arme différente. Mais c'est la même qu'elle utilise contre lui. Il la porte jusqu'à un point de soin, mais elle profite de la foule pour semer le chaos et s'échapper. Malgré tout, AFA connaît ses voleurs et les confronte au marché avant qu'ils ne la vendent. Bien qu'elle semble le détester, la fille est intriguée par lui demande son nom et lui envoie une demande d'amitié. Le gars, considéré comme la chèvre, accepte la proposition du fantôme de rejoindre son clan, car le prof a nui à sa réputation et il se rend à la taverne, en mission, où il est conduit dans une salle. Dans le groupe d'élite, le mage doit devenir archer pour laisser la place au protagoniste, ce qui le rend jaloux. Malgré tout, il prouve avoir de très bons réflexes. C'est quelque chose qui attire l'attention du chef et prêtre de l'équipe, qui va le mettre à l'épreuve dans la mission que personne n'a encore accomplie. Ils veulent qu'il utilise boule de feu pour attaquer à distance, mais le protagoniste, mage niveau 30, ne sait même pas équiper ce sort. Il décide malgré tout de s'entraîner. Les élites croient que le fantôme plaisante avec ce candidat qui leur demande du temps. Ils atteignent la grotte Gulone, peuplée d'ennemis puissants et résistants. Il vaut donc mieux que le protagoniste observe simplement pour le moment, car ils ont un sponsor dans cette mission qui peut leur donner une bonne note en tant qu'équipe.
Bien qu'ils soient forts, ils affrontent trop de monstres hostiles et se séparent peu à peu du protagoniste, qui, malchanceux, fait face à un ennemi niveau 32. Le sponsor sait qu'il ne peut pas gagner seul et cherche de l'aide comme le prévoyait le protagoniste. Il ne fait plus semblant et en utilisant la véritable utilité de son épée, il parvient à mettre à terre un ennemi qui finit par lui laisser tomber la clé pour un raccourci. Alors que tous le croient vaincu et dans la zone de résurrection, il arrive pourtant le premier dans la salle du boss et choisit de l'affronter seul, cherchant de grands rivaux. Cette créature imposante de niveau 40 utilise son sifflet pour appeler d'autres gobelins, compliquant la tâche à l'ennemi. Pour l'instant, il ne peut se concentrer que sur la grande épée du boss, alors que l'équipe et la guérison de l'albinos faiblissent. Le prota remarque que son adversaire saigne beaucoup à ses points faibles, alors il accélère pour épuiser sa vie, ce qui est génial. Lorsqu'il passe en seconde phase, lui et ses sbires deviennent plus puissants. Même avec le sponsor, il reste impuissant. Le prota se rappelle que le boss n'a pas de soins et utilise alors sa magie apprise. Fuego active la pluie, ce qui ne fait pas beaucoup de dégâts à l'adversaire, mais lui donne un écran de fumée pour que le prota puisse attaquer. Et pendant que tout le monde sait qu'ils seront vaincus au moment précis, les gobelins sont éliminés de la carte. Le prota a vaincu le niveau 30 et reçoit le coffre du boss, ainsi qu'une invitation à une quête secrète qu'il accepte. Le reste de l'équipe croit à une erreur, pensant la mission accomplie. En entrant dans la salle du boss, il trouve le prota et l'écoute, surpris, raconter comment il est arrivé ici après avoir obtenu la clé. Ils sont étonnés qu'une seule personne ait fait cela. Le sponsor est surpris, le prota propose de partager la récompense avant de se déconnecter. L'un des développeurs du jeu enquête pour savoir si ce joueur triche. Mais non, la seule chose qu'il fait, c'est pousser à l'extrême les failles que le jeu laisse avec des coups parfaits. Cela pourrait casser leur jeu. En parallèle, nous suivons la blonde menteuse poursuivie par cette fille. Elle rencontre le protagoniste et elle en profite pour lui demander de l'aider en rejoignant son équipe, car il leur manque un membre. Sinon, elles seront dissoutes. Le prof, en voyant son visage, il accepte et rencontre l'équipe améthyste, formée de jolies filles assez agressives et d'un seul homme. Clairement, elles ne veulent pas de lui ici, donc il va partir sans problème. Cependant, Lynn, la chef, lui explique que c'est en réalité plus compliqué que ça. Mais pour lui, ça ne marchera pas entre eux, il ne leur reste qu'une option, parler à l'équipe d'élite. En tant que chef, il sait que l'équipe améthyste subit le harcèlement d'une des équipes les plus puissantes de la région. Tout cela parce qu'elle et le fameux sans sourire ont participé à un jeu précédent, où ce type trompait d'autres joueurs pour divulguer des informations importantes. Cette fille l'a rencontré et même si elle a aussi été victime, le type a également été démasqué. Et cherchant à se venger d'elle, il l'a suivi jusqu'à ce jeu. C'est pourquoi l'albinos veut les aider, surtout avec leur joueuse vedette qu'elle ne connaît pas. Elles l'ont vue et actuellement, elle choisit des armes. De nombreuses armes conviennent au mage axé sur l'intelligence. Il n'aime qu'une épée liée au feu, peu pratique pour un mage. Il ne réfléchit pas beaucoup et les prend en dépensant. Ici, il appelle son équipe pour préparer l'attaque contre Sans Sourire. Ses compagnons, de classe bandit, sont depuis longtemps dans le top 50. Alors, pour éviter les problèmes, ils utilisent tous des masques, préparant une embuscade sur le chemin de terre, par lequel ils montent toujours de niveau, car ici, le protagoniste fantôme s'occupe de reconnaître leur niveau. Cependant, Sans Sourire, ils se méfient, donc ils n'obtiennent que peu d'informations. Est-ce assez pour voir leurs faiblesses, avec un mage et un archer fragile? S'ils les attaquent, ils les privent de magie. Il vaut donc mieux profiter de la hauteur et de la discrétion, ce qui les fait vite chuter. Mais ils ont encore des guerriers qui poursuivent l'archer. Mais celui-ci était déjà protégé par les élites au corps à corps. Alors qu'il domine, le chef tente de fuir, mais le prota l'empêche de se camoufler. Malgré l'équipement de l'inconnu, il pense pouvoir le vaincre, mais il subit tant de blessures, aggravées par la brûlure, qu'il finit presque mort. L'albinos le soigne en l'avertissant de ne plus s'en prendre aux filles de l'équipe améthyste, juste avant de l'éliminer. Cependant, l'homme désobéit et, plus tard en ville, piège la fille et son ami. Elles ne peuvent que demander de l'aide. Alors ici, ce type dit qu'il veut juste arranger les choses avec une bande de voyous derrière lui. Et il est prêt à tout oublier. S'il lui révèle l'identité du groupe qui les a attaqués, elle refuse évidemment, donc elle devra s'en charger elle-même. Les élites surveillant la situation. Le prota, impulsif, se lance sans masque, mais avec un autre costume. Il fait alors semblant de vouloir harceler, prenant même la tête. Ici, il prend la dague au chef et comprend que cette arme lui permet d'être furtif. Le gars devient nerveux, alors le prof l'utilise,
Presque en larmes, il dit qu'en rendant la dague, ils le laisseront partir. Mais le chef lui donne juste une illusion. Grâce à leur infiltré, il sait qu'ils attendent le bon moment pour l'attaquer. Il élimine donc ses ennemis sans utiliser l'épée pour ne pas se dévoiler. Il reçoit l'aide de la blonde qui a des ennuis à cause du héros, car elle s'oppose aussi aux injustices. C'est elle qui a divulgué les données de ce harceleur, ce qui fait que le héros apprécie davantage cette fille. Mais ils doivent éliminer le mal à la racine, sinon rien ne changera. Avec son costume d'embuscade et son masque, il part chercher l'ennemi qui, inquiet pour sa dague, lui fait face. Ses alliés étant inactifs, il se fait attaquer car le protagoniste le renvoie puis à la réapparition sans le laisser sortir. Il meurt tellement de fois qu'il finit par appeler le chef suprême de la guilde à laquelle il appartient. Et ce dernier pense que le protagoniste est le danger. Mais Lynn, la chef des Matistes, lui montre que le vrai souci, c'est son allié chef et lui rend la dague à l'origine de nombreux problèmes. Le type s'en va tout simplement, tandis que le protagoniste continue d'infliger une punition brutale au harceleur qui perd de plus en plus de niveau à chaque mort. Il essaie d'envoyer ses anciens alliés, mais ils ne lui obéissent pas. Le type vit au point de réapparition où le chef de la guilde lui rend son arme, mais l'expulse d'une des équipes les plus puissantes. Le protagoniste, après avoir accompli sa mission, reçoit la gratitude des filles et celui sans sourire quitte le jeu. Le protagoniste affirme que le butin doit être partagé. La popularité du magicien masqué, qui combat au corps à corps, attire de nombreux nouveaux joueurs via ses extraits sur les réseaux sociaux. L'un des développeurs pense que cette personne peut nuire au jeu, alors il envoie une lettre au haut responsable pour bannir ses joueurs. Cependant, en ce moment, il gagne une telle popularité que dans sa classe d'arts martiaux, alors qu'avant personne ne voulait y participer, maintenant la salle est pleine de monde, il se prépare pour le lendemain. En arrivant en cours, il constate qu'il aura beaucoup de travail avec un groupe de gros qui ne tiennent pas 3 minutes. Ici, le prota veut jouer, mais AFA l'avertit qu'avec les nouvelles règles, tuer autant de fois met déjà un prix sur sa tête. Plutôt élevé, car il est numéro 1 et doit se méfier des autres joueurs. Ainsi, mieux vaut se cacher dans la grotte du boss vaincu. Malgré tout, les gens continuent d'arriver sur place pour le chercher. Heureusement qu'avec son équipe, il évite de se battre. Le problème, c'est qu'il passe son temps à fuir, ce qu'il n'aime pas, alors il s'éloigne de la ville. Rencontrant un membre du clan Améthyste, déjà connu sous le nom de Yao, qui se rend dans un village reculé pour accomplir une mission, le prota se joint à elle un peu par ennui. Arrivé sur place, il réalise qu'il est peut-être proche de cette mission spéciale apparue il y a quelque temps. Le développeur le sait, car en plaçant l'objet obtenu, la mission d'Eddie s'active. Et c'est l'une des plus rares du jeu, au point que les actions du joueur peuvent changer la fin. Il commence par discuter avec le vieux maire qui évoque Eddie, un guerrier parti du village chercher un héros pour les aider, en l'occurrence le prota. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de n'importe quel danger, surtout lorsqu'on lui montre cette tache de sang liée à la disparition d'un enfant nommé Mofei, aux mains du redoutable homme-loup qui vit près de l'église. Clairement, l'ennemi est puissant, donc le vieux propose d'améliorer ses armes avec de l'argent. Mais il doit s'assurer de brûler le corps après avoir tué une créature pareille, sinon il aura affaire à une bête encore pire. La fille est enthousiaste car la mission paraît intéressante, alors que la sienne était juste de livrer une marchandise. En revanche, pour le prota, la mission continue de s'ouvrir en voyant l'expression des personnages non-joueurs à propos de la mort de Mofei. C'est pourquoi le prota retourne sur les lieux des faits. Le développeur s'est vu refuser le droit de bannir prota, notamment en raison de la popularité que prota apporte au jeu. Il avance calmement, utilisant ses sens et les marques pour reconstituer le combat. Il réalise peu à peu que les traces, trop grandes, évoquent un combat entre deux bêtes. En ouvrant la tombe supposée de Mofei, il découvre seulement des vêtements, des cendres et une carte. La mission prend alors une nouvelle direction. Ici, un loup-garou surgit derrière le protagoniste. Malgré leurs efforts, il est trop fort et le protagoniste ne fait qu'égratigner sa patte. Alors que le soleil chasse la créature, le mystère s'épaissit. Elle pourrait même se cacher parmi les villageois sous forme humaine. Ils enquêtent et découvrent que le millionnaire Adrien est le plus mystérieux, mais il n'a pas la marque sur la main. Le protagoniste se sent perdu, mais il lui reste encore la carte qui, avec l'aide de la fille, finit par le conduire jusqu'à une grotte. Un loup-garou différent sort apparemment avec un sac d'or. Cette grotte est en fait la réserve du millionnaire Adrien. Cependant, ils n'en savent pas plus, la créature finit par les découvrir, et en s'échappant, elle les conduit jusqu'à une cabane isolée. Avec cet homme que le protagoniste avait déjà vu en ville.
Là, il leur révèle la vérité. Ces loups-garous ont toujours vécu cachés parmi les humains. L'arrivée d'un étranger a tout changé, forçant les loups à extraire l'or comme des esclaves. Le petit Mofei, également loup-garou, le défie pour mettre fin à l'esclavage et meurt après un combat cruel. L'objectif est désormais d'identifier cet étranger qui guérit comme un humain et a une odeur différente des loups, ce qui suggère une transformation provoquée. Il conclut qu'Adrian est responsable. Le développeur n'arrive pas à croire que le protagoniste ait fini la chaîne de quête. Mais il est heureux car ici, il va affronter un boss de niveau 70 qui va le démolir. Le protagoniste affronte le millionnaire qui, blessé, ne peut plus se cacher et se transforme. Avec ce pendentif, il est désormais imbattable au corps à corps tant l'écart de niveau est grand. La vie du protagoniste commence à diminuer comme si de rien n'était. Cependant, le protagoniste pense que fuir n'est pas une mauvaise idée, surtout avec ce pendentif aussi exposé, alors la fille se charge de le distraire un peu. Pendant que le protagoniste parvient à l'attaquer dans le dos depuis une hauteur, ici ça devient compliqué, mais il suffit simplement de couper le pendentif pour que l'humain devienne totalement vulnérable. Le développeur n'en croit pas ses yeux. Pendant ce temps, la fille est impressionnée par ce type, et même s'il agit de façon un peu arrogante, elle reste à ses côtés. Ici, après avoir annoncé que le village est en sécurité, il reçoit les récompenses du maire. Et ce n'est rien de moins qu'une arme de très haut niveau, avec une couleur noire incroyable. La fille est captivée. Le plus marquant reste cette épée qui s'accorde avec les compétences de Mago. Nous verrons la raison plus tard. Pendant ce temps, ils cherchent une zone pour farmer des niveaux et arrivent jusqu'à la ville de la Lune. Ici, les chemins se séparent. Et le protagoniste, avec ce temps de répit, parvient à se débarrasser de certains avis de recherche sur sa tête. Malgré cela, il a encore des gens à ses trousses, car son armement attire aussi l'attention. Heureusement, ce ne sont que quelques novices. L'un, impressionné par les compétences du protagoniste, le suit jusqu'au tableau des personnes les plus recherchées. Il réalise alors que, pour perdre quelques points, il doit éliminer d'autres joueurs ayant aussi des points. L'emplacement le mène à cette taverne, où le joueur suivant le plus recherché paraît très calme dans ce lieu peu sûr. Pourtant, le protagoniste arrive et, sans trop d'efforts, parvient à lui porter quelques coups sans grande résistance, jusqu'à ce qu'il l'élimine sans savoir que le type était le chef d'un clan. Et même s'il parvient à réduire quelques points négatifs, il est poursuivi par ses sbires qui, en l'éliminant, augmentent à nouveau leur score. Alors il les trompe pour pouvoir s'échapper du combat. Mais le harcèlement continue, cette fille tentant de le frapper. En réalité, elle s'intéresse à lui car elle veut son aide pour éliminer quelqu'un. Ce n'est pas ce que veut le protagoniste, mais elle précise que la cible présente des points négatifs. Et il s'agit de la vice-présidente et petite amie de celui qu'il vient d'éliminer, car il s'avère que ce clan est l'un des plus vindicatifs. Quand ils ciblent une équipe, comme celle de la fille, ils cherchent à les éliminer plusieurs fois pour qu'ils perdent leur niveau et quittent le jeu. Le protagoniste, intolérant à l'injustice, décide de les aider mais doit d'abord les corriger en les envoyant au front, où la prêtresse chef se montre gratuitement humiliante. Le prof peut entrer, mais d'abord le fan d'avant essaie d'aider les débutants. Il est si faible qu'il ne résiste pas à un coup. C'est ici que le protagoniste entre vraiment avec toute son aura. Pendant ce temps, le petit ami continue de payer certains de ses points négatifs en prison, mais ici, il reçoit un message anonyme lui demandant d'éliminer le protagoniste, avec une compétence infaillible. Pendant ce temps, le prof bat des ennemis sans tous les tuer. Et même si la fille soigne, la plupart finissent par épuiser leur mana, ce qui lui donne l'occasion de laisser à la fille son moment de vengeance. Elle élimine la harceleuse définitivement, mais trop proche des ennemis, elle est aussi tuée par eux. Malgré tout, le prota a fait ce qu'on lui a demandé, cependant, la situation est tendue, donc il doit faire attention. Cet homme propose une embuscade, mais malgré son ressentiment envers ce clan, son plan reste trop solide, pratique et peu fiable. La prêtresse persiste et compte lui tendre des pièges pour augmenter ses points négatifs. Cela ne convient pas au prota, qui envoie un message à l'élite pour demander du renfort. L'élite souhaite alors participer. Le prota se cache dans une zone où tous les ennemis ont plus de niveau 50. C'est pour cela que cette fille garde l'entrée. Cependant, au final, elle est la seule à rester, car les autres veulent faire des quêtes ou monter de niveau. Cela fait que les types en profitent pour lui tendre une embuscade et ils y arrivent presque. Mais c'est là que les élites apparaissent pour sauver la fille, car ils ne savent pas encore qui elle est. Le protagoniste commence à faire confiance aux fans, impressionné par sa volonté de progresser et de devenir plus fort. Et bien ici, l'albinos comprend qu'elle est la chef de la guilde dont le protagoniste les avait avertis dans le message. Cependant, avec son côté manipulateur et son esprit de stratège, l'albinos lui raconte l'histoire du mage maléfique spécialisé dans le combat rapproché. Il lui a fait
du mal, alors il s'allie pour l'attendre à la sortie et en finir. La fille, sans choix, croit l'histoire. À ce moment-là, ils préviennent le protagoniste, lui indiquant clairement quelle pourrait être sa route d'évasion. Mais en réalité, s'il veut en finir avec ces gens, il doit le faire à la racine. C'est un groupe beaucoup trop grand, mais en ville, ils ont aussi beaucoup d'ennemis et de personnes qu'ils ont tourmentées. Ainsi, l'épée fantôme recrute anciens génies, et tous ceux ayant des compétences. Alors que le clan de la Lune s'étend en ville pour affirmer sa puissance, la prêtresse croit que tout suit le plan de l'albinos. Mais soudain, ils perdent simultanément plusieurs compagnons. La chef ne comprend pas ce qui se passe pendant que ses alliés meurent, seulement pour être attendue au point de réapparition et continuer à leur enlever des vies. Il semble que l'opération ait été simple. Elle réalise qu'elle a été trompée, tandis que l'albinos reste calme. La jeune fille reçoit alors un message de son petit ami avec un nouveau plan. Alors que tous célèbrent la chute du groupe, une escouade surgit et élimine aisément les alliés, sans opposition. L'élite sait qu'il sera difficile de l'arrêter, alors il cherche seulement à empêcher l'élimination des mages en se rassemblant pour affronter ses ennemis améliorés au corps à corps. Ici, Yue montre clairement qui dirige la Cité de la Lune. Constatant son attaque disproportionnée et des alliés furtifs, il prive peu à peu les protagonistes de soigneurs. L'élite intervient pour stabiliser la situation, et l'albinos remarque une épée exceptionnelle qui booste les statistiques de l'équipe. Un truc aussi pété a été créé uniquement par le développeur cherchant à éliminer le protagoniste, car ici l'équipe tient difficilement. Ces types ont vu leur récupération de mana et des compétences inédites améliorées avec l'arrivée du fan. Cela annonce aussi que le grand mage de corps à corps est proche. Et dès le début, il fait comprendre à Yue de qui il s'agit puisqu'il possède aussi ses propres compétences. Il élimine les guerriers furtifs restants. Sa force et sa vitesse sont impressionnantes, ce qui annonce un retour épique dans ce combat. Nous concluons ici la première partie de ce Donwa, qui m'a surpris par la richesse des concepts abordés sur les jeux vidéo, jeux de rôle. Un protagoniste se réincarne, gagne en puissance et évolue par niveau, ce qui plaît à tous. L'animation 3D est aussi très expressive, donc je pense vraiment que ça vaut la peine de la regarder, car la musique est aussi plutôt bonne à certains moments. Si vous aimez cette histoire et en voulez plus, je préparerai la suite rapidement. Laissez un commentaire avec vos avis, suggestions ou points à améliorer. J'espère que cela vous plaira. À bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant plus de chapitres de ce Donwa, je vous propose une autre de ces histoires, très bonne et assez méconnue. C'est ainsi que commence cette histoire, avec un jeune homme qui a été humilié par les dieux, au point de passer du statut de prince respecté à celui d'être puni avec une telle brutalité qu'il en a même perdu la vue. Ici, on le voit chercher son frère dans le château qui lui appartenait. Mais ce n'est rien d'autre qu'un traître qui l'attaque, puisqu'il s'est lui aussi vendu aux dieux. Malgré ses blessures, Shao Yun arrache la lance et prouve son talent au combat, albinos ou non, avec ou sans yeux. Après une entaille, Ben n'offre qu'un choix à son frère. Il fera croire à sa mort, mais il doit abandonner son nom et le royaume. Le prota lui prouve qu'il aurait pu le tuer avant, mais il accepte l'accord. Le blond risque des ennuis pour l'avoir épargné, mais hors du royaume, il ne survivra sans doute pas un jour, comme on l'a vu des années plus tôt. Shao Yun était vu comme le héros de l'humanité, ayant sauvé tous du démon Kuiba, qui renaît tous les 333 ans. Cependant, les dieux ont décidé qu'il péchait contre eux, l'humiliant avec les pires châtiments. On lui a retiré ses titres, il ne lui reste que la lance qu'il a blessée pour survivre. 30 ans plus tard, dans ce village pauvre, le vieil homme est redouté des habitants. Grâce à son ami forgeron qui améliore son arme et l'avertit de bandits, Shao Yun se retrouve dans la forêt, tandis que les voleurs pensent pouvoir tout prendre à un aveugle. Pour eux, c'est facile. Il essaie de les avertir, mais ils le forcent à utiliser un seul mouvement avec lequel il démembre tout le groupe. Au final, c'est toujours la même chose. Seuls ceux qui veulent la prime de 50 000 pièces de cuivre s'approchent de lui, d'où le cimetière dans sa cour. Mais en rentrant se reposer, il rencontre une présence si forte qu'il croit que son frère lui a enfin envoyé un vrai assassin. Cependant, aussi fort soit-il, il ne s'agit que d'un simple enfant qui, en plus, ne fait que jouer avec lui tout en l'enlaçant. Il n'y a pas prêté plus d'attention. Cependant, dans la nuit, un bandit utilise l'enfant pour entrer dans la maison, où il prive le vieil homme de sa capacité à percevoir. Le petit coupable finit par le sauver. Le problème, c'est qu'il n'a pas l'habitude de tuer. Alors le vieil homme prend la responsabilité, le calme un peu, et malgré tout, peu après,
il l'emmène avec lui pour enterrer le cadavre. Ici, tous les deux comprennent qu'ils sont tout aussi exilés par la société. Comme l'enfant est aussi abandonné et dort dans les ordures, il reste avec lui et le nomme Milin. Il enseigne à un enfant à canaliser et transformer le pouvoir en attaque. Le vieil homme est surpris par l'œuvre immense de l'enfant. Il rentre chez eux, où le forgeron lui dit que le Kuiva, le démon, est revenu, offrant une chance de retrouver et de venger son frère. La nuit, il réalise que l'apparition du Kuiva est réelle, car il occupe le corps de Milin. C'est dangereux, car il se souvient, lorsqu'il était dans l'Alliance, que la seule chose à faire était d'éliminer la créature au plus vite. Il l'emmène donc jusqu'au lac pour le noyer. En réalité, des années plus tard, Milin s'en sert pour canaliser son chakra via l'eau, supprimant l'aura du Kuiva. C'est pourquoi au ciel, ils peinent à le suivre jusqu'à ce village inconnu, si pauvre et perché dans la montagne. Malgré cela, les gens du village apprécient le jeune homme, car il travaille et c'est le meilleur vendeur de la région. Mais sans le savoir, une épidémie est en train de se répandre dans la région. Le vieil homme demande à Milin de protéger le fruit avec son pouvoir pendant son absence. Mais à son retour, seul Ming Cheng est là, le seul de ses guerriers qui lui était resté fidèle et qui l'avertit de l'épidémie qui, selon les rumeurs, serait due au Kuiva. Maintenant, chacun a une pierre réagissant au démon, donc Xiao Yun doit prévenir le jeune homme, mais il découvre d'abord qu'il est aussi infecté. C'est alors que le chef du village, Yehuya, apparaît, cherchant à s'échapper avec ses hommes par la frontière. Et pour cela, il utilise des personnes infectées. C'est pourquoi le vieil homme est enlevé. Pendant ce temps, Milin réussit la mission, aidé par cet elfe inconnu. En rentrant chez lui, il ne trouve qu'une marque qui, depuis l'enfance, signalait un grand danger à fuir. Il part chercher sa famille et les retrouve sur un pont, où Yehuya a dit qu'ils doivent fuir au cas où les dieux lanceraient une vague d'extermination. Le protagoniste veut seulement sauver le vieil homme, défie le chef du village en duel et déclenche une bagarre où le vieil homme s'énerve à cause de son petit-fils. Cependant, son chevalier lui rappelle qu'il ne doit pas s'énerver, d'autant plus qu'ils préparent leur vengeance pour récupérer tout ce qu'on leur a pris. Le prota paraît en difficulté face au fouet modifié et veille davantage à protéger le fruit de son maître. Il comprend que pour gagner, il ne lui faut pas seulement de la puissance, mais aussi savoir clairement ce qu'il veut. Protéger. Il stoppe la dague à main nue et projette son adversaire contre un rocher avec une décharge d'énergie. L'albinos accepte la défaite et, selon la loi, lui cède aussi son pouvoir et sa forteresse. Mais le type ne se soucie que des gens tandis que son maître le félicite pour avoir réussi, une force désormais respectée par tous. Gène, génie technologique, passe plusieurs jours obsédé par l'élimination de Kuiva, dont il connaît toute l'anatomie. Malgré tout, il reste frustré car, malgré les guerres, les humains n'ont jamais pu se défendre contre le démon. Il veut donc atteindre la limite pour obtenir une arme. Cependant, il est curieux de constater que ce type et toute la zone qui l'entoure ne comptent pas un seul infecté. Le forgeron pense que ce type a trouvé un remède parfait pour Xiao Yun. Des rumeurs disent donc qu'à l'entrée de sa grotte, on entend les plaintes des enfants qui l'utilisent pour ses expériences. Le vieil homme conseille au chevalier d'empêcher Milin de risquer sa vie. Malgré cela, ce dernier, peu enclin envers le protagoniste, part le chercher. En arrivant à une grotte où il est surveillé par de nombreux pièges dont il doit se débarrasser grâce à sa grande vitesse, mais il y en a vraiment beaucoup. Il pense qu'il va mourir jusqu'à ce que sa machine signale la proximité de la grotte. Il peine à croire que la créature recherchée depuis 10 ans est si proche. Il détruit tout jusqu'à son laboratoire pour lui demander de sauver son père. Le type est surpris de ressembler à un humain ordinaire et d'être influençable, cherchant juste à aider sa famille. Il le fait asseoir, prend son sang et, confirmant que c'est la créature, commence à préparer l'antidote sous ce prétexte. Le protagoniste réalise que l'homme a un robot réaliste. Même en pleurant, le vieux le trompe, l'assoit sur la chaise et profite de sa vulnérabilité pour l'anéantir avec le réacteur. Heureusement, Jéhu est déjà dehors avec des canons, démontrant sa loyauté envers le protagoniste. Mais le vieux sait que ce bandit deviendra un jour le démon destructeur connu de tous. S'ils doivent se sacrifier, il fera tout exploser pour atteindre leur but. Cependant, Milin a un autre plan. Il tente de sauver l'homme, l'emmène à l'entrée, lui demande de sauver sa famille, puis reste enseveli. Cela pousse le vieil homme à se rappeler comment il a commencé à fabriquer des armes pour protéger sa famille. Cette obsession l'a amené à négliger sa fille, qui, après une chute, est gravement blessé. Sa rage de tuer le démon grandit, mais après sa vengeance, il se sent encore plus vide. Les livres n'ont jamais mentionné que la caverne avait une personnalité humaine ou une famille. Il finit donc à genoux tandis que Yehuya l'emmène accomplir sa tâche.
Cependant, des décombres apparaît Milin, qui a pris encore plus de risques pour sauver le corps robotique de la fille. Ce geste pousse enfin le vieil homme à baisser la tête et à devenir allié. En rentrant au village, le protagoniste remarque une inconnue fascinante, tandis que le vieil homme se remet. Grâce à Gênes qui diffuse l'antidote, il réalise aussi que la grotte n'est pas responsable. Ce virus créé par l'homme pousse village et montagne à s'unir, car une guerre débute pour le contrôle de la région et la recherche d'alliés. Pendant ce temps, Yehuya dirige les troupes, agissant avec calcul, attaquant de nuit et tirant parti du terrain. Pendant ce temps, au milieu de tout cela, le protagoniste ne trouve toujours pas la fille qu'il cherche. Cependant, cela cause beaucoup de problèmes que des innocents doivent payer. Un jour, il choisit une fille qui l'attire et affirme que c'est celle qu'il cherchait. Bien qu'il la protège et la nourrisse, elle cherche désespérément à s'échapper. Milin insiste pour que rien n'arrive sans son accord et tente d'empêcher ces hommes de prendre d'autres femmes. Après une semaine, il dira qu'elle ne lui plaît plus et elle partira sans souci. Mais en quelques jours, la fille voit le protagoniste autrement. Surtout le jour de la foire, où pour lui gagner un œuf en cadeau, le gars affronte deux géants pour voir qui peut soulever le plus de poids. Au début, le protagoniste semble minuscule mais très endurant. Même ainsi, la fille s'inquiète. Mais le protagoniste maîtrise parfaitement la situation, ce qui l'impressionne d'une manière ou d'une autre. Elle découvre qu'on organise déjà leur mariage, croyant que c'est un plan du protagoniste. Mais le vieil homme précise, les gens du village ne plaisantent pas. Doit-il la prendre au sérieux ou l'abandonner? Le jour du mariage, alors que la fille arrive en robe, un homme encapuchonné surgit pour l'enlever. Tous sont inquiets, mais le protagoniste la ramène chez elle, lui montre un peu le paysage, et elle réalise alors qu'il est digne de confiance, ce qui change quelque chose pour elle. Alors il prend le bateau, avance un peu, et soudain il se retrouve transporté sur la terre des dieux, où il s'avère que oui, vraiment, c'est la fille que cherchait le protagoniste aux cheveux bleus, mais elle se cache, envoyée pour retrouver le cuivre. Après tout ce qui s'est passé, elle doute, et le protagoniste est triste, car le vieil homme ne voit pas ce qu'ils ont vécu. Il apprend l'existence d'un tournoi dont le prix est l'œil de cristal, capable de trouver le cuivre et de rendre la vue aux aveugles. Tout cela pendant un événement organisé par le traître Baï. Ici, le protagoniste arrive au Colisée où on l'accuse d'avoir volé l'invitation car les gens ordinaires ne sont pas admis. Il est sauvé par le guerrier rencontré lors de son entraînement qui lui explique que l'accès au tournoi est réservé. En effet, le gagnant pourra aussi prétendre à devenir le chef de l'alliance contre Quiva. Le protagoniste ne sait pas quoi faire, mais il est évident qu'il a la force nécessaire pour participer. Et Baï qui passait l'aperçoit avec son ami elfe, poursuivi avant la compétition. La famille des lions, voulant diriger l'Alliance, cherche à éliminer les plus puissants avant le jeu. Le prota l'aide avec les enseignements de son vieux jusqu'au jour de l'événement, où l'elfe atteint la finale contre un adversaire monté incroyable. Il laisse des handicapés participer à la finale. L'elfe, moqueur, lance un combat équilibré où le lion l'emporte, grâce à sa force et sa vitesse, le bras de l'elfe tremblant. Chaque épée se bloque dans une chorégraphie de champion. Grâce à sa vitesse, l'elfe érafle l'œil de son adversaire, empli de rage. Il active plus de 2 chakras, rendant chaque coup encore plus puissant. Son épée finit brisée et il n'est plus qu'à un coup de la défaite. Cependant, il crée la surprise en esquivant l'attaque et en utilisant ce qui était son bras blessé. Il lui assène un coup de poing énergétique qui l'envoie percuter un couple, tandis qu'il reste acculé après sa défaite. Voilà le conseil du prota. Il a supporté toute la douleur de son bras blessé pendant le tournoi, se battant avec pour que finalement, son adversaire baisse sa garde et qu'il puisse garder cet impact final. Ici, tout le Colisée le célèbre. Et comme convenu, le prota garde l'œil de cristal pour l'avoir aidé à gagner, séparant à nouveau leur chemin tout en faisant ses adieux au vieux Vaï, dont il ignore qu'il a été un traître. On voit la procédure d'installation de l'œil de cristal. Les premiers jours, il récupère, sa vision reste fragile, mais il est ému de revoir les couleurs. Mais une lettre interrompt tout, invitant les chefs des villages à conclure l'alliance de la montagne lors d'un grand banquet. Situation suspecte, mais l'albinos doit y aller, même sans armes. Pendant ce temps, les chefs choisissent qui dirigera. Pendant ce temps, Izu, de façon étrange, est impatient d'être choisi. Sa proposition est qu'ils unissent leurs forces pour parvenir à un accord avec l'Alliance. Mais pour Saoyun, ce n'est pas une bonne idée. Tout ira bien au début, mais ils resteront manipulés par les dieux. Peu à peu, la plupart des chefs le voient à peine comme un collaborateur de l'ennemi. Sentant sa défaite, il joue sa carte maîtresse et révèle que le vieux albinos est le frère du chef de l'Alliance. Veille donc la haine s'inverse et tout le monde le traite d'infiltré.
Cependant, il est évident que son frère lui a volé le trône. Il n'aurait aucune raison de revenir. Alors ils veulent juste qu'il prouve sa loyauté en buvant le vin, qui peut être ou non empoisonné. Le fait-il? La plupart des chefs finissent par accepter qu'il les dirige dans cette grande guerre, vu sa puissance. Avec sa rage, Su dit à tous de ne pas le suivre ni risquer leur village. Pourtant, il a guidé le Kuiva depuis l'enfance. Les autres chefs s'énervent clairement. Le démon légendaire, source de chaos, les effraie au point de l'immobiliser. Leur panique vient surtout de la crainte de sanctions par l'Alliance. Festin continue normalement. Le vieil homme se rappelle qu'après l'opération, utiliser son chakra mettrait son corps en danger. En entendant comment il parle mal de celui qui est presque son fils, le vieil homme force ses yeux et parvient à voir un peu en remplissant ses bras d'énergie. Ici, alors qu'il saigne, il se lève pour menacer tous les chefs de village présents et quiconque entravera sa sortie. Grâce au chaos, Hen et Yehuya étaient prêts à entrer, mais ce n'est pas utile. Désormais, il ne reste qu'un seul chef pour toute la montagne. Les jours passent, Milin rentre chez lui, mais doit se préparer car les royaumes voisins des montagnes unissent leurs forces pour affronter Saoyun avec de puissantes armes. Ils sous-estiment leur adversaire, jugeant que sa cécité et sa vigilance limitent ses capacités malgré sa famille importante. Est-ce une nouvelle chance de les éliminer? Le lendemain, il rencontre le royaume des bêtes, peu enclin à s'engager dans une guerre étrangère. Mais comme ils veulent bien s'entendre avec l'Alliance, ils devront faire ce sacrifice et en finir le plus vite possible avec le vieil homme qui est justement en train de traverser les terres des lions. Ceux-ci leur envoient une lettre disant qu'ils ne sont pas intéressés par la guerre, qu'ils passent le plus vite possible. C'est clairement un piège pour les affaiblir et les prendre en embuscade. L'épée spéciale absorbe les chakras et devient plus puissante. Ils doivent donc rester vigilants. Yun s'évanouit, forçant le groupe à se reposer sur place. Le vieil homme doit rester immobile 7 jours sans utiliser ses pouvoirs. Rester immobile leur donne un avantage en embuscade, car ils ont assez de provisions pour se défendre et se nourrir. Pendant ce temps, le lion, au fil des jours, commence à manquer de nourriture. C'est pourquoi il se retire et ses alliés sont déterminés à engager le combat de front. Les gens des montagnes ne sont que de faibles bandits. Pourtant, le Prota prépare une attaque arrière, plaçant les lions en difficulté. Le combat s'étend largement grâce à l'usage de canons contre les montagnards. Même ainsi, la force des Protas est supérieure et ils parviennent à s'emparer de ce qui reste de la montagne, tandis qu'il ne reste plus que des adversaires à terre. Malgré tout, l'albinos, armé puissamment, est trop fier pour fuir et finit par faire un carnage. C'est pourquoi Milin, pour éviter plus de morts, le défie au combat final des guerriers. Le duel à l'épée s'engage rapidement, mais la différence d'armes révèle une aura imprégnée de puissance divine. Le protagoniste avance, bloque ce qu'il peut, puis, enseveli, il déclenche et libère les 4 chakras. Ici, son énergie rouge transforme son corps en arme, lui permettant de dominer l'adversaire. Avec cet impact, selon les règles des duels, il doit rendre son arme et se prosterner. Le protagoniste refuse cette humiliation, sachant que ce n'est pas sa manière d'agir. Il ne garde pas la relique, le géant reste donc confus. Cependant, il respecte bel et bien sa force. Alors, se retrouvant sans honneur et sans but, il décide d'accueillir cette bête parmi les troupes. Pour la nuit, Milin termine de guérir, mais l'aventure continue. Il doit encore rejoindre l'Alliance et affronter les dieux. La première saison de ce Donwa se termine ici. Bien que le dernier épisode annonçait une deuxième partie pour 2022 via une animation, elle n'est jamais sortie. Nous devons donc nous contenter pour le moment de ce Donwa qui est agréable à regarder. Je trouve que l'animation laisse à désirer et que l'histoire saute pas mal de scènes qui auraient pu être épiques, mais dans l'ensemble, c'est correct. Il ne reste plus qu'à en profiter pour ceux qui cherchent quelque chose d'inconnu. 3000 likes pour résumer les préquels, qui sont anciennes et ont une animation différente. Si cela vous intéresse, je vous les apporte tout de suite et comme mon père l'a dit, je vous laisse. Merci d'avoir visionné la vidéo.